Donc pour commencer cet amphi, il y a une petite page publicitaire à la demande de vos camarades de deuxième année. Donc il s'agit d'un événement scientifique qui s'appelle le Tournoi international des physiciens. C'est organisé par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, à Lausanne en Suisse. Il s'agit d'un tournoi scientifique dont le principe est amusant. Donc à Lausanne, ils préparent 17 problèmes de toutes sortes. Alors, c'est des problèmes de physique, mais de physique qu'on peut qualifier d'amusante. Par exemple, pourquoi est-ce que dans une course cycliste, les cyclistes ont intérêt à se regrouper à 2 ou 3 pour aller plus vite? Ou bien, pourquoi est-ce que des flashs dégradent les œuvres d'art dans les musées? Donc, il faut présenter une explication de ces phénomènes qualitative et quantitative et la présenter devant un jury et puis la présenter devant les concurrents aussi qui vont critiquer votre explication étant admis que vous avez aussi le droit de critiquer les leurs. Donc, il y a beaucoup de monde, il y a 15 pays, c'est très international et ça se prépare à l'avance, bien sûr, avec l'aide de chercheurs du centre de recherche. Donc, l'École polytechnique a participé à cet événement en 2013. Ah, alors, j'ai un petit problème. Et ils sont arrivés 3e, ce qui était pas mal. Et puis ils ont recommencé l'an dernier, enfin cette année en fait, et là ils sont arrivés 1er. Et ce qui va se passer en 2015 dépend de vous, c'est-à-dire plus exactement de ceux d'entre vous qui participeront à cet événement. Donc il s'agit d'un PSC de deuxième année, donc c'est 6 à 8 élèves volontaires qui prennent ça comme PSC et qui préparent ce petit tournoi. Donc tout ça sera expliqué en détail le 20 mai à 19 h en Curie. On vous encourage bien sûr à participer, c'est intéressant et c'est évidemment excellent pour la renommée de l'école. Voilà. Donc c'était la minute de publicité. Donc on va commencer le cours d'aujourd'hui, qui est donc intitulé Quantification de l'énergie pour les systèmes simples. Donc je vous rappelle brièvement où nous en sommes. Donc dans les 3 amphis précédents, on a énoncé un ensemble de principes qui fondent les bases physiques de ce qu'on appelle la mécanique quantique ondulatoire. Donc on a commencé par poser l'existence d'une fonction d'onde, c'est-à-dire d'une amplitude de probabilité de présence dans le premier amphi. Ensuite, on a établi l'équation différentielle à laquelle obéit cette amplitude de probabilité de présence dans le deuxième amphi, l'équation de Schrödinger. Et puis, dans l'amphi précédent, le 3e, on a vu les principes qui régissent la mesure en mécanique quantique, qui obéit donc à des règles particulières avec la réduction du paquet d'ondes, le calcul des probabilités. Donc, vous avez maintenant en main les outils de base qui permettent de faire de la physique quantique au moins ondulatoire. Alors, vous ne pouvez pas encore tout faire. Il manque ce qu'on appelle la formulation générale de la mécanique quantique, qu'on appelle le formalisme de Dirac, et c'est ce qu'on verra dans le prochain amphi dans 15 jours. On fait une pause la semaine prochaine. Donc on verra le formalisme de Dirac dans le prochain amphi, et après vous pourrez en principe tout faire en mécanique quantique, et en particulier traiter d'autres degrés de liberté que le mouvement de la particule dans l'espace. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un peu une pause. En fait, on va s'interrompre dans cette construction du formalisme et on va essayer d'exploiter tout ce qu'on sait en physique ondulatoire, donc en mécanique quantique ondulatoire, pour étudier un ensemble d'effets physiques pertinents, intéressants et importants. Et vous allez voir qu'avec un bagage mathématique très minime, c'est essentiellement l'équation de Schrödinger à une dimension, on peut étudier des tas de choses intéressantes. Alors ça va aller de la manipulation d'atomes individuels jusqu'à l'origine de l'univers, en passant par la liaison chimique. On ne verra pas tout ça en détail, mais vous allez voir qu'on peut dire des choses très pertinentes sur tous ces phénomènes sur la base de ce que vous venez d'apprendre en mécanique quantique. Donc allons-y. Donc les 2 mots critiques, donc il va s'agir donc aujourd'hui d'utiliser le formalisme de la physique ondulatoire pour aborder des problèmes de physique d'une grande importance pratique. Donc il y aura deux thèmes majeurs, 2 mots-clés. L'un, c'est la propagation de particules. On va considérer donc des particules qui se propagent, qui viennent de l'infini, qui repartent à l'infini et qui interagissent avec un champ de force. Donc c'est un problème extrêmement important. On va donner beaucoup de détails dans la suite. Et puis le problème des particules confinées, le fait qu'on peut aussi attacher une particule en physique quantique comme en physique classique à un champ de force. On obtient ce qu'on appelle des états liés. Et ces 2 types de comportements ont tous les 2 beaucoup d'importance et on va les étudier en détail.
Donc chacun des deux sera illustré par des effets physiques particuliers. Donc pour la propagation de particules, je vais revenir en détail sur l'effet tunnel, dont vous avez déjà dû entendre parler en PC, peut-être la dernière PC, peut-être encore la PC d'aujourd'hui. On va faire en PC, mais je vais aussi donner des détails en cours. Donc vous savez déjà que le microscope à effet tunnel, c'est un outil d'importance majeure, aussi bien technologique que scientifique, et ça résulte directement, à nouveau, de ce que vous avez déjà appris. Un autre effet qu'on verra d'un peu près, c'est la radioactivité alpha. Donc, c'est le fait que certains noyaux lourds peuvent se désintégrer en émettant des noyaux d'hélium. Donc, une particule alpha, c'est un noyau d'hélium 4. Et cet effet, historiquement, a joué un rôle important parce qu'il a fait se poser beaucoup de questions aux gens. Et il avait un comportement complètement bizarre que, à nouveau, on n'a pu expliquer que dans le cadre de la physique quantique. Pour les particules confinées, le point essentiel, je vais beaucoup insister là-dessus, c'est la quantification de l'énergie. En fait, quand des particules sont liées en physique quantique, les énergies possibles que peut prendre le système est discret. Et ça, c'est un phénomène absolument fondamental, c'est ce qui est pratiquement à l'origine de la mécanique quantique. La quantification de Planck, dont je vous ai déjà parlé, le fait que les raies atomiques, les raies d'émission des atomes soient discrètes, ça sautait aux yeux déjà à la fin du XIXe siècle. Donc ça a été des stimulations importantes pour créer la mécanique quantique. Un autre point qu'on verra, c'est la liaison chimique, en fait. Comment est-ce que deux atomes se lient entre eux? En fait, on verra qu'ils se lient entre eux en partageant un électron. Et justement, il y a des effets à nouveau reliés à des effets ondulatoires qui permettent d'expliquer simplement la liaison chimique. Donc tout ça peut s'illustrer par une petite image qui est représentée ici. Donc c'est une image assez spectaculaire. Donc ça a été fait à IBM il y a une vingtaine d'années, IBM aux États-Unis. Ils ont appelé ça Coral Reef, c'est-à-dire barrière de corail. Donc on voit des petits points comme ça, des espèces de vagues bleues comme si c'était un lagon du Pacifique. Mais en fait, ce n'est pas du tout un lagon du Pacifique, c'est un ensemble d'atomes de fer, 48 atomes de fer. Chacun de ces petits points est un atome de fer qui sont disposés en cercle sur une surface de cuivre. Donc ça montre, alors c'est tout petit, 7 nanomètres, hein, et là on voit des atomes individuels. Donc ça illustre de manière un peu spectaculaire tout ce que j'ai dit. Donc on voit d'une part, comment est-ce que ça a été fait? Je vais l'expliquer en détail tout à l'heure. Ça a été fait grâce à un microscope à effet tunnel. Et comment est-ce qu'on le voit? On le voit aussi grâce à un microscope à effet tunnel. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'accès aux atomes uniques. Le microscope à effet tunnel a donné accès au monde des atomes. Si je vous dis prenez cet atome et bougez-le sur la surface, c'est un énoncé qui a du sens. Et ça n'en avait pas il y a une trentaine d'années. Ça en a acquis grâce à ces expériences. On voit aussi des espèces de vagues ici. Donc c'est pas les vagues du lagon à nouveau, mais en fait le cuivre est un conducteur. Il y a des électrons qui se déplacent dans le cuivre. Et ce qu'on voit ici, c'est donc il y a une onde de De Broglie associée à ces électrons, et cette onde de De Broglie électronique, elle est confinée dans le petit anneau. Donc, comme elle est confinée, il va y avoir une condition de résonance pour qu'elle puisse se créer, et cette condition de résonance, c'est exactement la même condition que celle qui conduit à la quantification des niveaux d'énergie. Donc on voit à la fois ici l'effet de l'utilisation de l'effet tunnel, du microscope à effet tunnel pour créer ce genre d'objet à l'échelle atomique, et puis directement des implications du style quantification des niveaux d'énergie qui apparaissent par la visualisation d'une onde électronique dans un conducteur. Donc je reviendrai en détail sur la façon dont tout ça a été fait, mais c'est un espèce d'exemple très spectaculaire et très joli graphiquement qui illustre tout ce dont on va parler. Donc alors allons-y. Donc je vais donc parler d'abord, je vais commencer par faire quelques rappels de physique classique, en fait très très classique, qui vont certainement vous rappeler des choses que vous connaissez à propos d'états liés et d'états de diffusion. Puis dans cette première partie, on établira aussi un ensemble de petits théorèmes mathématiques utiles, et puis après on rentrera dans le vif du débat. Alors allons-y. Donc je vais considérer pour commencer, pour redéfinir en fait cette notion d'état libre ou d'état lié, d'état de diffusion ou d'état lié, un problème que vous connaissez bien, que vous avez dû voir en prépa, c'est un potentiel gravitationnel. Donc je vais supposer qu'on a deux particules de masse m et m', une lourde, une légère, disons le Soleil, une comète, qui interagissent grâce au potentiel gravitationnel. Le grand G ici, c'est la constante de gravitation. C'est un potentiel en 1 sur R. Si je prends le moins gradient de V, ça fait une force en 1 sur R2, c'est la force d'attraction de Newton, donc qui existe entre une planète et le Soleil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel, mais je vous ai déjà dit, c'est du jargon, c'est en fait une énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle d'interaction entre les deux particules, dont dérive la force. Et l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle.
Donc on voit qu'il y a une limite intéressante qui est le cas E égale 0. Donc là, j'ai choisi l'origine de mes énergies pour que E égale 0 corresponde à une énergie cinétique nulle, c'est-à-dire des particules immobiles, et un V de R nul, c'est-à-dire des particules très éloignées. Donc quand les particules sont immobiles à l'infini, en quelque sorte, elles ont une énergie mécanique totale nulle. Ce E vaut 0. Donc ça délimite évidemment deux zones, une zone ici, une zone là. Donc on peut s'intéresser d'abord à la zone E négatif. Et donc on voit que si E total est négatif, eh bien les particules ne peuvent pas partir à l'infini. Parce que si elles partent à l'infini, V égale 0, et ça ferait une énergie cinétique négative, ce qui n'est pas possible. Donc les particules sont forcément liées, elles doivent rester à proximité du centre de force, et ça conduit, pour ce qui est de la gravitation, à des mouvements planétaires. Donc vous savez que, par exemple, la comète va tourner sur une ellipse dont le Soleil est essentiellement un des foyers. Donc c'est un état lié, c'est ce qui décrit le mouvement des planètes. Donc, en mécanique quantique, on va retrouver ça, bien sûr. Ce sera typiquement l'électron dans un atome, mais l'électron dans un atome, on l'a déjà vu, n'a pas une orbite, n'a pas une trajectoire, n'a pas une vitesse. Donc, c'est une onde de De Broglie, une densité de probabilité de présence. Et évidemment, ça va entraîner des comportements qualitativement complètement différents, et en particulier le fait que les énergies seront quantifiées. Ici, le système tourne, mais l'énergie de la particule n'est pas quantifiée. L'énergie totale de la particule peut prendre n'importe quelle valeur. Ce ne sera plus du tout le cas en physique quantique. Donc l'autre cas, c'est E positif. Alors si E est positif, eh bien, à ce moment-là, la particule peut partir à l'infini. Et c'est typiquement la comète qui ne fait que passer, elle n'est pas en orbite autour du Soleil, elle arrive de très loin, elle passe et elle repart. Et l'effet du centre de force, dans ce cas-là, l'effet du potentiel, c'est essentiellement de dévier la particule, et c'est ce qu'on appelle des états de diffusion. En physique quantique, c'est aussi extrêmement important. Ce qui est caché là derrière, c'est toute la physique des collisions. Vous connaissez le LHC et toutes ces affaires-là. Ce qu'on fait dans un collisionneur de particules, c'est essentiellement ce type d'interaction où on détermine, on a disons, une cible, on détermine très bien les caractéristiques, l'impulsion, l'énergie d'un faisceau de particules initiales, et puis il y a une interaction qui crée une gerbe de particules, et en regardant toutes ces particules diffusées, on peut obtenir des tas d'informations sur la nature de la collision, et le fait qu'évidemment ce soit des ondes en mécanique quantique et plus des trajectoires joue aussi un rôle très important, j'en dirai un mot tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est un peu le décor. Donc on va maintenant essayer de transcrire ça, de reprendre ces notions d'état libre, d'état lié, et de voir comment ils se transposent en physique quantique. Donc là on va utiliser ce qu'on a appris, c'est un petit rappel du cours précédent. Donc, vous connaissez bien le hamiltonien maintenant, c'est l'opérateur hamiltonien avec son chapeau qui s'écrit énergie cinétique plus énergie potentielle à nouveau. Vous connaissez aussi l'opérateur impulsion, donc je mets à une dimension pour être simple. L'opérateur impulsion, c'est h bar sur i d sur dx. Donc le P2 ici me fait un moins h bar 2 d2 sur dx2. Et donc ici, j'aurai moins h bar 2 sur 2m laplacien à 3 dimensions qui correspond au hamiltonien, agissant sur une fonction d'onde. Donc, on ne va pas revenir encore à l'équation de Schrödinger, on lui a réglé son compte en quelque sorte la dernière fois, en disant que si on veut résoudre l'équation de Schrödinger, le plus pratique, c'est en fait de trouver les états propres du hamiltonien, à partir de quoi on a n'importe quelle solution, l'évolution de n'importe quel état au cours du temps. Je vais le redire tout de suite. Donc, dans un premier temps, on va donc s'intéresser aux états propres du hamiltonien, c'est-à-dire aux solutions de l'équation h psi alpha égale e alpha psi alpha, où ceci est ce qu'on appelle un état propre. Et ceci est une valeur propre, mais une valeur propre du hamiltonien, c'est une énergie possible du système. Donc E, c'est une valeur propre réelle qui a la dimension d'une énergie et qui est une énergie, c'est-à-dire une solution de cette équation valeur propre, est une énergie possible du système. Donc cette équation, c'est un peu du jargon aussi, est souvent appelée équation de Schrödinger indépendante du temps. C'est en fait une équation valeur propre. On peut dire équation valeur propre du hamiltonien, ou ça a le même sens. C'est juste un petit peu. Mais si vous entendez dire ça, ça veut simplement dire trouver les états propres du hamiltonien. Diagonalisez-le, comme on dit en mathématiques. Donc un petit rappel et une petite remarque. Le rappel, c'est ce que je viens de dire, c'est que si vous trouvez ces psi alpha, e alpha, le problème est réglé, puisque vous avez le théorème spectral, dont on a parlé la dernière fois, qui dit que les états propres, l'ensemble des états propres de H, forment une base de l'espace des états. Donc ça veut dire que n'importe quelle fonction d'onde, à un instant initial, peut se décomposer peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces états
qui sont tous normés et orthogonaux. Donc c'est comme une base. Alors la somme peut être infinie, mais en fait c'est strictement similaire au développement d'un vecteur sur une base de vecteurs, et c'est toujours possible puisque le théorème spectral nous dit que ça c'est une base de l'espace des états. Donc une fois qu'on a ça, le problème est réglé, comme je vous l'ai dit, on l'a montré la dernière fois. Ça, c'est psi à l'instant 0. Maintenant, psi à l'instant t s'obtient directement à partir de cette expression en rajoutant ces facteurs exponentiels moins i alpha t sur h bar. C'est à savoir par cœur, je le répète une fois, encore une fois. Et ça vous donne une résolution automatique de l'équation de Schrödinger. Donc en fait, je le répète aussi une fois, on va s'intéresser à trouver aujourd'hui les psi alpha e alpha, étant sous-entendu qu'une fois qu'on les a, eh bien, le problème est résolu. Si on se donne une certaine condition initiale, on pourra aussi calculer le comportement du système au cours du temps. Une autre remarque aussi, pour le hamiltonien, il est très pratique, et on peut toujours le faire, de chercher des fonctions propres réelles. Donc le phi alpha, ici, je peux le choisir réel. Alors pourquoi? C'est simplement parce que donc, h est hermitien, E est réel. Donc si je prends l'hermitien conjugué de cette équation, je mets simplement des étoiles, donc on voit que si phi alpha est solution, phi alpha étoile est aussi solution avec le même E alpha. Donc après, si je fais la somme, par exemple, phi alpha plus phi alpha étoile, eh bien j'ai une fonction réelle. Donc pas la peine d'aller s'embêter avec des fonctions complexes. On prend des fonctions réelles et on va comme ça obtenir les états propres du hamiltonien. Les complexes, on peut les rajouter en mettant un i devant, mais ça ne change pas ça fait une phase globale qui ne change rien, comme on dit, et on peut très bien choisir les fonctions propres de h comme étant réelles. Voilà, donc je vais utiliser ces notions pour résoudre mon problème dans les deux cas qui m'intéressent, soit état libre, soit état lié. Donc je commence par un potentiel qui tend vers 0 à l'infini, comme le potentiel gravitationnel. Bon, je ne mets pas 0 à l'infini, ici je mets V0, mais c'est complètement arbitraire, c'est simplement un choix d'origine des énergies. Ce qui compte, c'est qu'à grande distance, le potentiel devient constant, donc la force s'annule, donc c'est un potentiel attractif, c'est un centre de force, comme je dis. Il y a des forces ici, puis quand on est loin, il n'y a plus de force, la particule est libre. L'équation de Schrödinger, écrite sous forme d'une équation différentielle, prend cette forme-là, vous la connaissez bien maintenant. Et donc, on va chercher les solutions de cette équation. Donc, on demande, c'est une équation différentielle, les mathématiciens peuvent nous donner des tas de solutions, il y en a beaucoup. Il y en a qui ne sont pas intéressantes physiquement, en particulier parce qu'elles ne sont pas bornées. Si je prends une solution non bornée, je sais que je ne vais pouvoir rien en faire. Elle sera même pas, non seulement elle ne sera pas normalisable, comme une onde plane n'est pas normalisable non plus, mais comme elle diverge à l'infini, elle ne pourra même pas être utilisée comme base pour construire des paquets d'ondes, par exemple. Donc les solutions non bornées, a priori, à l'infini, ne sont pas intéressantes. Donc parmi les solutions intéressantes, il y a celles qui tendent vers 0 quand x tend vers l'infini, et puis qui en plus sont normées. Donc ça, comme c'est une fonction stationnaire, je vous rappelle, il n'y a aucune dépendance temporelle dans cette fonction, le seul endroit où elle peut être, ça va être un paquet ici. Donc en fait, ça va être un état qui va être accroché au centre de force, et donc on retrouve l'état lié dont je parlais tout à l'heure. Alors maintenant, l'autre cas, c'est un autre type de solution possible, c'est une solution où psi de x se comporte comme une combinaison d'ondes planes à l'infini. C'est-à-dire, c'est aussi une solution possible de cette équation, une valeur de la fonction d'onde qui s'écrit alpha e ikx plus bêta e moins ikx. Et puis je vous rappelle, c'est un état stationnaire, donc c'est toujours multiplié par l'exponentielle moins i oméga t, mais à nouveau qui n'a pas d'importance dans cette situation-là, puisqu'on s'intéresse aux états propres du hamiltonien. Donc cette fonction-là, elle est bornée, elle n'est pas normalisable, mais vous savez, on l'a déjà dit plein de fois, qu'elle peut être utilisée comme base pour faire des transformations de Fourier, c'est-à-dire pour construire des paquets d'ondes. Et donc on peut voir les états de diffusion soit comme des paquets d'ondes qui arrivent et qui repartent, soit comme des ondes planes. Et vous avez déjà fait ça en PC, je pense, en manipulant des ondes planes, on peut calculer des tas de propriétés comme des coefficients de réflexion et de transmission d'une barrière, et c'est fait en utilisant ce type de solution. Alors ça, c'est les états propres. Je voudrais aussi leurs énergies. Donc je cherche maintenant les énergies les E possibles correspondant à ces états. Alors ça, à nouveau, on demande aux mathématiciens. Ils savent résoudre une équation en valeur propre. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent, les mathématiciens? Ils disent d'abord qu'on peut faire une échelle d'énergie ici. Il y a un minimum du potentiel ici que j'appelle Vmin. En dessous de Vmin, il n'y a à nouveau aucun état physiquement intéressant. En fait, il y a à nouveau ces états non bornés, mais à nouveau, on n'en veut pas. Donc, si on se contente des états qui nous intéressent, eh bien, ce que disent les solutions de cette équation, c'est qu'entre Vmin et V0, c'est-à-dire à l'intérieur du puits, comme on dit,
il y a des états, et ces états, c'est en fait les états liés dont je parlais tout à l'heure, c'est les états qui vont être confinés à l'intérieur du puits, et ces états sont en nombre fini ou dénombrable. Fini, c'est fini. Dénombrable, ça veut dire qu'il peut y en avoir un nombre infini, mais ils sont repérés par un indice discret, comme le puits de potentiel infini qu'on a vu la dernière fois. Il y a un nombre infini d'états discrets. Donc c'est un nombre, on dit que les états sont dénombrables. Et puis finalement, au-dessus de V0, dans cette zone-là, eh bien, il y a aussi des états possibles. Et en fait, ce sont les états de diffusion, les ondes planes dont je viens de parler. Mais là, leur énergie n'est plus quantifiée. Elle peut varier continuellement. C'est comme une onde plane dont on a déjà parlé. Le E de l'onde plane, le h bar 2 K2 sur 2m ou P2 sur 2m, peut prendre n'importe quelle valeur continuellement. Donc ici, c'est un continuum d'énergie, alors qu'à l'intérieur du puits, c'est discret. Alors, à nouveau, donc, quelle est l'intuition de cette discrétisation? C'est que c'est une onde qui est confinée. Et une onde confinée doit satisfaire, on va y revenir dessus tout à l'heure, une condition de résonance. Et c'est ces conditions de résonance qui finalement, physiquement, disons intuitivement, sont à l'origine de la quantification. Voilà, donc encore quelques petits théorèmes. Donc, un théorème qui est utile, qui est joli aussi, qui s'appelle théorème de Sturm-Liouville. Il dit que, alors on considère donc des fonctions propres réelles d'un problème à une dimension, qu'on peut classer les niveaux, c'est-à-dire les états, les fonctions d'onde, par valeur croissante de l'énergie en fonction du nombre de nœuds de la fonction d'onde. Donc un nœud, c'est un point où non seulement la fonction d'onde s'annule, mais elle s'annule en changeant de signe. Donc il faut qu'elle passe à travers l'axe, elle passe de plus à moins ou de moins à plus, et si ça arrive, ça s'appelle un nœud. Donc si on a des niveaux d'énergie comme ça, on se rend compte, donc d'après ce théorème, que plus on descend dans les niveaux d'énergie, moins on a de nœuds. Et le niveau fondamental, le plus bas ici, ne doit plus avoir aucun nœud, puisque s'il en avait un, il y en aurait encore un autre plus bas. Donc en fait, ça conduit au fait que la fonction du fondamental dans un puits se retrouve avec une forme comme ça. C'est une fonction sans nœud, qui ne change jamais de signe, donc, et qui a une forme typiquement, alors qui peut être gaussienne ou pas gaussienne, ça peut être n'importe quoi, mais c'est une forme de ce type-là. Et puis après, quand on monte, le premier niveau au-dessus, c'est un niveau avec un nœud, et puis encore au-dessus, deux nœuds, etc. Et donc si vous trouvez par exemple un état comme ça, vous pouvez directement deviner qu'il y a encore deux états dessous. Je le montrerai tout à l'heure avec le CD, ça permet directement... On peut aussi trouver ça par le calcul, bien sûr, mais c'est un théorème utile pour mettre de l'ordre, catégoriser les états, et ça sert assez souvent. Alors un autre petit théorème du même type, ça s'appelle donc, là ça concerne les énergies potentielles, donc je dis à nouveau les potentiels symétriques, c'est-à-dire les V de x qui ont un centre de symétrie, V de x égale V de moins x par rapport à une origine des axes que j'ai choisi au milieu. Donc si on cherche les états propres à nouveau de ce H, eh bien vous pouvez vous en faire vous-même le petit exercice, c'est marqué, il y a une petite aide juste en dessous, qu'on peut toujours chercher alors si le potentiel est pair, donc symétrique, on peut chercher les états propres, soit sous forme de fonction paire, c'est-à-dire psi de x égale moins x, soit sous forme de fonction impaire. Ce sera l'un ou l'autre. On peut choisir de les trouver comme ça. Alors c'est un peu le même raisonnement que... donc le raisonnement typique, c'est que si phi de x est état propre de cette solution, de cette équation, h phi égale phi, à cause du fait maintenant que v de x est symétrique, donc qui n'est pas la règle générale, mais si c'est vrai, eh bien on voit immédiatement que phi de x moins x est également solution. Et si je fais la somme de ces deux solutions, je trouve une fonction paire, parce que quel que soit phi de x plus phi de moins x, c'est une fonction paire. Donc je peux a priori chercher mes solutions sous cette forme-là, mais il y a aussi l'autre combinaison linéaire avec un moins qui me donne cette possibilité, c'est-à-dire que la fonction soit impaire. Alors on peut en conclure par exemple en combinant les deux théorèmes, une petite conclusion sur l'état propre d'un potentiel pair. On en déduit forcément que l'état propre d'un potentiel pair doit être pair. Alors pourquoi? Parce que les fonctions impaires ont toujours au moins un nœud, donc les fonctions impaires ne peuvent pas être l'état fondamental. Donc si vous trouvez une fonction impaire dans un potentiel pair, vous savez forcément qu'en dessous, il doit y en avoir une sans nœud, c'est-à-dire on doit retrouver une fonction paire, donc l'état fondamental doit être pair, le premier état excité impair, le deuxième état excité pair, etc. Donc à nouveau, c'est un théorème utile parce que quand on dessine un potentiel comme ça sur un dos d'enveloppe, comme on dit, on peut immédiatement intuiter
les formes probables de la fonction d'onde. Dans le QCM, vous aurez des petits exercices de ce type. Vous verrez que c'est assez utile. Voilà, donc maintenant, on a à peu près tout ce qu'il nous faut sur le plan mathématique et on va essayer d'exploiter, d'utiliser, d'étudier des cas physiquement intéressants. Donc le premier exemple qu'on va creuser un peu, c'est celui du puits infini, c'est ce que j'ai dessiné ici. Donc du puits semi-infini, celui-ci. Alors ce qu'on a vu la dernière fois, je vous rappelle, c'est le puits infini, donc c'est cette chose-là. Donc pour un puits infini, on a donc démontré que les niveaux sont quantifiés, ils varient donc ils sont discrétisés et ils varient comme le carré d'un nombre entier, c'est-à-dire c'est 1, 4, 9, 16, etc., multiplié par une énergie du fondamental qui dépend de la masse de la particule et de la taille du puits. Donc ça on l'a déjà vu. Alors bon, c'est un petit peu limité comme intérêt, ce système, mais ce système-là est beaucoup plus intéressant. C'est un système donc, où on a toujours une barrière impénétrable à gauche, la particule ne peut pas y aller, mais à droite, on ne met plus un potentiel infini, on met un potentiel de hauteur V0, en mettant ici une marche, une discontinuité. Donc on peut commencer par se poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est-à-dire, je maltraite un peu, c'est une discontinuité, donc c'est quelque chose qui est assez violent, qui ne fait pas très physique. Alors est-ce qu'on peut quand même le faire? Alors on peut le faire, on le fait en fait parce que ça rend les calculs beaucoup plus commodes. Mais on peut justifier ça quand même un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on peut se dire, en fait, considérer cette marche comme une espèce de cas limite. Donc je détaille un petit peu ce que je veux dire. Pour un vrai potentiel, les vraies discontinuités n'existent pas en physique, dans le type de problème qu'on étudie. Donc, pour un potentiel, un vrai potentiel net doit être continu, borné, c'est ce qu'on attend dans le cas réel. Donc, la fonction d'onde, donc ça va être un V de x comme ça. Si la fonction d'onde, les conditions qu'on a imposées à la fonction d'onde pour un potentiel réel, c'est d'être borné, continu et 2 fois dérivable. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, donc pour se faciliter un petit peu la vie, c'est de rendre cette marche de plus en plus raide. Et on peut la aller jusqu'à une limite où on la rend discontinue, c'est-à-dire on a carrément un saut. Alors, et à ce moment-là, on peut essayer de regarder qu'est-ce que ça implique sur le comportement de la fonction d'onde. Alors, le calcul est fait en détail dans le livre, vous pouvez le regarder. Donc, on met des epsilon, on intègre entre plus epsilon et moins epsilon de part et d'autre de la barrière. Et ce qu'on constate, c'est que si le potentiel devient discontinu, eh bien, on ne peut plus tenir toutes ces conditions. Donc, on les relâche un petit peu, mais on les relâche au minimum. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que dans ce cas-là, on peut très bien prendre une fonction qui est toujours bornée, toujours continue, toujours dérivable, mais que par contre, sa dérivée seconde va être discontinue. Autrement dit, ici, la fonction est continue et puis la pente ne change pas. Enfin, c'est une dérivée continue à dérivée, c'est une fonction continue à dérivée continue. Par contre, la courbure devient discontinue. Donc c'est en fait une petite relaxe qu'on s'accorde pour permettre de traiter ce potentiel, et c'est considéré comme une limite qui fait qu'on ne se fâche pas avec les mathématiciens. C'est parfaitement légal de faire ça. Alors on peut faire quelque chose d'encore plus violent qui est le potentiel infini. Donc là, eh bien, en fait, ce qu'on montre, c'est facile à montrer aussi, c'est qu'on ne peut même plus tenir la continuité de la dérivée. Donc la dérivée devient discontinue, mais la fonction, elle, est toujours bornée, continue, non dérivable. C'est exactement ce qu'on a vu pour les potentiels, le puits de potentiel infini. On s'arrête brutalement à 0 avec une dérivée qui est discontinue, mais c'est imposé par la discontinuité du potentiel. Donc vous pouvez voir aussi que ce cas-là, c'est une espèce de limite de celui-ci. Quand la barrière ici est de plus en plus haute, ce petit morceau qui est à l'intérieur de la barrière est de plus en plus petit, et quand on le néglige complètement, on arrive à cette situation. Donc on appelle ça des conditions de continuité, et c'est ça qui permet de faire facilement des calculs avec des marges de potentiel. Et les calculs avec des marges de potentiel sont très sympathiques, parce qu'on peut en déduire facilement des tas de résultats quantitatifs. Donc allons-y, donc on va traiter mon puits infini, semi-infini, et on va commencer par une énergie supérieure à V0. Alors, je fais le calcul un petit peu en détail, donc j'insiste sur le fait que vous devez absolument savoir faire ces calculs. Normalement, vous les avez déjà fait en PC, c'est des choses qui sont supposées acquises. Je vais quand même le faire en détail, mais en particulier, si vous pensez que vous ne savez pas bien faire, suivez attentivement. Et dans tous les cas, donc, c'est des choses qui maintenant, en principe, sont réputées acquises pour vous. Donc allons-y, j'ai donc un E qui est supérieur à V0, ça fait que j'ai deux régions à cause de ma marge de potentiel, cette région notée 1 et cette région notée 2.
Donc dans la région 1, la situation est tout à fait similaire à ce qu'on avait pour le puits infini dans le cours précédent. Et l'équation de Schrödinger peut s'écrire, donc c'était le moins h bar 2 sur 2m phi seconde égale le phi. Donc je me ramène tout dans le même membre et je définis un K qui a la dimension d'un vecteur d'onde par cette formule. Et j'impose la condition que psi de 0 égale 0, parce que je vous ai dit le mur est impénétrable à gauche, donc la particule ne peut pas y aller. Donc c'est exactement la même équation que ce que j'avais pour le puits infini. En imposant cette condition, voilà, la solution générale c'est sinus plus cosinus, mais à cause du fait que, à cause de cette condition initiale, le cosinus n'est pas possible, donc on a simplement une solution à sinus, qui est donc, je le répète, la même que celle qu'on avait pour le puits infini. Dans la région 2, c'est presque pareil. Donc on a un psi seconde plus, en fait c'est la même équation. La différence, c'est que le K ici, qui était racine de 2EME, c'est-à-dire qui correspondait à toute cette énergie, bien devient un K' qui ne met en jeu que ce petit morceau d'énergie. Donc un K' qui est égal à racine de 2M, E moins V0. Donc à part ça, la solution est la même. Donc là, je mets la solution générale avec sinus et cosinus, parce qu'a priori, je n'ai pas de raison d'annuler un morceau ou l'autre, c'est tout borné, c'est tout continu. Et donc, pour en savoir plus, il va falloir utiliser les conditions de raccordement, le fait que la fonction doit être continue à dérivée continue en x égale L. Donc à nouveau, je le fais de façon détaillée, hein, donc écrivons-le explicitement. Donc en x égale L, je veux que la fonction soit continue et sa dérivée aussi. J'écris que la fonction est continue, ça fait un a sinus kl égale b sinus k'L plus c sinus k'L avec ce cas ici. Je dérive une fois et je réécris que c'est continu en L, donc la continuité de la dérivée. Le sinus fait un cosinus, le sinus fait un cosinus, le cosinus fait un moins sinus. J'ai un k', des k' ici, des k ici. Et voilà, donc ça, c'est en fait des conditions qui sont imposées à mes coefficients a, b, c pour que la fonction d'onde puisse se raccorder correctement. Donc vous voyez que c'est un système homogène, linéaire, de deux équations à trois inconnues. Et donc vous savez aussi que ce type de système a toujours une solution. Bon, il y a une solution triviale A égale B égale C, mais dans tous les cas, on va pouvoir trouver des coefficients A, B, C qui satisfont ces conditions. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le CD, mais je vais vous faire une petite démonstration directe en utilisant les petites applettes Java qui sont dans le CD. Alors, allons-y. J'enlève ça. Hop, voilà. Donc voilà mon puits semi-infini. Et alors, si vous ne l'avez pas fait encore, donc vous voyez que je peux bouger le puits. J'ai des petits points ici que je peux manipuler ici. Je peux changer les caractéristiques du puits, sa profondeur, sa largeur, etc. Et puis je peux aussi changer l'énergie que je cherche. Donc je mets ma petite main ici, je me promène et vous voyez qu'effectivement, je peux choisir n'importe quelle valeur de l'énergie au-dessus de V0, donc, je n'ai pas encore fait en dessous, mais au-dessus de V0, le programme se débrouille toujours pour trouver deux fonctions qui se raccordent correctement ici. Une qui a un petit vecteur d'onde, parce que c'est le vecteur d'onde qui correspond à ce E, donc, pardon, un grand vecteur d'onde, donc une petite longueur d'onde, et puis celui-ci a un petit vecteur d'onde, puisqu'il correspond à cette énergie-là, donc ça fait une grande longueur d'onde. Donc vous avez une fonction qui oscille rapidement ici, et une fonction qui oscille lentement ici. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vous voyez, par exemple, si je me rapproche du bord, ici, de l'énergie, eh bien, cette partie-là acquiert une longueur d'onde extrêmement grande. Et puis, ça c'est l'intérieur du puits. Alors, je vous rappelle aussi que ça, c'est donc un sinus et un cosinus, mais on peut aussi voir comme une somme d'exponentielles complexes. Donc, je peux très bien interpréter cette onde stationnaire qui est à droite comme une onde progressive, une onde plane rentrante et une onde plane sortante. Donc ça, c'est un point de vue collision. C'est ce que je disais tout à l'heure, les états de diffusion sont des états collisionnels. Je peux considérer que cette onde à droite décrit une onde qui arrive de la droite, qui se réfléchit ici et puis qui repart dans l'autre sens. Et là, on peut se demander, mais alors quel est l'effet de ça? Et donc, vous voyez que si je garde cette quantité constante, cette onde, la période de cette onde va rester la même, sa longueur d'onde va rester la même, mais qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je change la longueur d'onde de la barrière? Donc allons-y, changeons. Et ce que vous voyez, c'est que l'onde à droite, l'onde lente en quelque sorte, se déphase. Donc l'effet de la collision se réduit uniquement à un déphasage de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente. Et ce déphasage s'appelle un déphasage collisionnel et il joue un rôle fondamental en théorie des collisions.
Donc vous voyez directement le déphasage collisionnel que je fabrique en bougeant la largeur de mon puits. Je peux aussi changer la phase en changeant la profondeur du puits, ça fait aussi quelque chose. Et donc on peut caractériser en fait cette interaction par un nombre qui est le déphasage de l'onde à la réflexion. Et ça, c'est très utile en pratique. C'est une petite remarque en passant, si vous voulez, mais c'est pour vous montrer que même ce petit modèle élémentaire contient déjà des choses intéressantes. Alors, je reviens à mon affaire ici. Donc, si on veut conclure là-dessus, non, pardon, ah oui, voilà, c'est ce que je viens de vous montrer. Eh bien, la conclusion est donc que pour toute énergie supérieure à la valeur asymptotique du potentiel, on trouve un état propre du Hamiltonien qui se comporte comme une onde plane à l'infini. Donc une superposition de ces deux-là ou de ces deux-là au choix. Et cette représentation en onde plane incidente et réfléchie est intéressante parce que justement, les coefficients B et C, ou bêta et gamma ici, qui sont complexes, correspondent à des phases qui sont associées à l'effet du potentiel sur l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente. Voilà. Donc, ça règle le sort, en quelque sorte, des états de diffusion, avec le formalisme assez élémentaire qu'on a. Donc, on peut maintenant s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du puits. Donc, je descends l'énergie, je rentre dans le puits, et puis je recommence. Je veux à nouveau trouver les énergies possibles. Donc, région 1, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas rien de plus à ajouter. Région 2, là, ça change parce que maintenant, on voit que E est inférieur à V0. Donc, le E de moins V0 tout à l'heure devient négatif. Donc, il faut, si je veux définir une racine, utiliser une racine, changer le signe. Donc, je vais définir maintenant un grand K qui est V0 moins E et plus E moins V0. Et il faut donc changer le signe ici. Alors, vous savez que si on change le signe dans cette équation-là, on a toujours des exponentielles, mais des solutions en exponentielles, mais cette fois-ci, ça devient des exponentielles réelles et non plus des exponentielles complexes. C'est-à-dire c'est des fonctions qui vont croître et décroître au lieu de signes. Alors, quelle est la structure de cette fonction? Ben, ça, c'est une exponentielle amortie, donc c'est quelque chose qui décroît ici, donc on se dit que c'est sympathique, on peut probablement, on va avoir une certaine probabilité de présence dans la barrière. Ça, c'est moins sympathique parce qu'à l'infini, ça diverge. Donc, en fait, c'est une de ces fonctions non bornées dont je dis qu'elles sont non physiques, et donc, je l'enlève. Et je considère que ceci est exclu parce que, justement, ça correspond à une fonction d'onde que je ne peux pas construire, dont je ne pourrais rien faire. Et puis, à nouveau, il faut raccorder ces fonctions en x égale L, mais avec un coefficient de moins. Vous voyez que là, le fait d'éliminer cette divergence m'a conduit qu'au lieu d'avoir 3 coefficients ABC, j'en ai plus que 2. Donc, à nouveau, écrivons-le. J'ai écrit en x égale à L la fonction d'onde, sa dérivée. Donc, la fonction d'onde, c'est ça. Sa dérivée, c'est ça. Et cette fois-ci, j'ai un système linéaire de 2 équations à 2 inconnues, homogènes. Et là, celui-ci, il n'a pas toujours de solution. Donc, il y a évidemment toujours la solution triviale, mais pas intéressante parce que je n'ai pas de fonction d'onde. Mais je vois que si je veux que ces équations aient une solution non nulle en A et B, il faut que j'annule le déterminant du système linéaire. Et ça va m'imposer une condition qui va établir une relation entre le petit k et le grand K. Et donc, ça va contraindre E. L'énergie ne sera plus arbitraire. Elle sera contrainte par quelque chose. Donc, à nouveau, on peut illustrer ça avec le CD. Donc, je recommence. Alors, faites-le. On va un peu vous forcer à le faire parce que vous aurez dans le QCM, il y a des questions de ce type-là. Alors, on va voir ce qui va se passer. Donc je réélargis un petit peu mon piège, par exemple, mon puits, et puis je vais donc descendre à l'intérieur du puits. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on voit qu'il se passe des choses très violentes, du genre que ça monte très haut ou ça descend très bas. Ça fait des choses comme ça. Alors, pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce que la petite appelette Java n'annule pas le coefficient C. Elle conserve le coefficient C, mais elle le conserve en imposant la continuité. Alors, si on le conserve, on peut imposer la continuité ici, mais l'ennui, c'est que si le coefficient n'est pas nul, si le C n'est pas nul, vous voyez que ça diverge vers le haut ou vers le bas, et ça correspond à ces fonctions d'onde dont je ne veux pas, qui ne sont pas physiques. Alors, par contre, si on bouge un petit peu prudemment l'énergie, on voit qu'à un certain moment, hop, voilà, là, ça marche. Et ça, c'est une des énergies possibles du système où, effectivement, la fonction d'onde s'annule. J'ai la petite partie exponentielle, l'onde évanescente, on va revenir là-dessus, et puis après, c'est 0, donc tout se passe bien. Mais si vous vous promenez un petit peu, vous voyez que ceci n'est possible que pour certaines énergies.
Alors celle-là que j'ai trouvée tout à l'heure, elle a un nœud, donc on se doute que ce n'est pas la plus basse. Donc je descends encore et je devrais en trouver une plus bas. Alors voilà, hop. Et voilà. Donc ça, c'est l'état fondamental. Comme ça, j'ai trouvé l'état fondamental. Donc vous voyez à la main qu'on n'a pas le choix des énergies. Donc si on annule le déterminant, on trouve directement les bonnes. Là, en explorant, on voit les bonnes et les mauvaises. Mais le fait qu'on obtienne à la fin des valeurs discrètes de l'énergie, c'est en fait vraiment une condition de résonance. C'est le fait qu'on veut que cette espèce d'onde stationnaire qu'on a à l'intérieur du puits résonne dans le puits, et c'est ça qui conduit à la quantification des niveaux d'énergie. Voilà. Donc je vais conclure là-dessus. Je reviens sur mon PPT. Je repasse là. Je remets ça. Donc voilà. Donc je l'écris ici. J'écris ici explicitement la condition donc de résonance, donc qui revient à annuler ce déterminant. Donc vous voyez que si j'annule le déterminant, j'obtiens une relation entre petit k et grand k qui s'écrit simplement comme ça. Et ça, c'est une condition qui va me fixer les valeurs des énergies. Donc ce n'est possible que pour des valeurs particulières de l'énergie. Donc j'essaye de résumer tout ça sur ce transparent. Donc le puits infini, qui avait donc un nombre infini de niveaux discrets. Le puits semi-infini, qui a toujours un nombre infini de niveaux, mais qui n'a plus du tout la même structure. Il y a ici un ensemble de, cette fois-ci, qui n'est plus infini. C'est des niveaux discrets en nombre fini, qui dépendent de la taille du puits, en fait, on va le voir tout de suite. Et puis au-dessus de V0, un vrai continuum, c'est-à-dire un ensemble vraiment infini et continu d'états possibles, qui correspondent donc à ce que j'ai appelé les états de diffusion. Alors, une petite question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a toujours des états dans le puits? Donc, à nouveau, le CD peut nous aider à répondre à cette question. La prochaine fois, je vous jure, je fais une vraie expérience, pas une expérience numérique. La vraie expérience, elle est là-bas. Alors, allons-y. Mais cette fois-ci, donc je fais encore une expérience numérique. Donc, vous voyez que là, j'ai toujours mon puits, j'ai changé un petit peu d'applet, et là, l'applet me donne dessine directement tous les bons états. Donc, je vois que dans ce puits-là, j'ai 4 états. Et puis, donc, je peux me poser la question, est-ce que j'en ai toujours des états? Donc, je rapproche comme ça de plus en plus, et puis on voit que quand le puits est large, les états sont très serrés, il y en a beaucoup. Quand le puits devient de plus en plus étroit, les états sont de plus en plus espacés, donc finalement, il n'y en a plus qu'un. Et puis, finalement, il n'y en a plus du tout. Donc là, c'est un effet curieux. Il y a toujours un puits, mais ce puits n'est plus capable de confiner une particule. Alors, je peux évidemment rattraper le coup. Si je le rends plus profond, si je descends le fond, hop, ça revient. Mais s'il n'est pas assez profond, ça s'en va. Et puis, s'il est plus profond, je récupère mon état. Mais si à nouveau, je diminue la largeur, il s'en va à nouveau. Donc, comment on explique ça? C'est à nouveau la même histoire que je vous ai déjà racontée, la stabilité de la matière. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on confine la particule. Donc, on confine la particule avec une énergie potentielle, mais à cause de Heisenberg, quand on la confine, on lui crée de l'énergie cinétique. Et le confinement donc, crée suffisamment d'énergie cinétique pour que la particule ne puisse plus tenir dans le puits. Donc, en fait, le confinement empêche la particule d'être piégée, et parfois on peut avoir des états comme ça qui sont très proches du bord. Voilà. Donc, alors ça a des conséquences très importantes sur l'origine de l'univers, ce qui est un peu étonnant, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà, donc qu'est-ce que ça implique sur l'origine de l'univers? Donc, l'origine de l'univers, c'est le Big Bang. Donc, le Big Bang, c'est une espèce de mélange ultra chaud de quarks et de gluons qui commence à se refroidir un petit peu. Et quand il se refroidit, les quarks et les gluons se lient entre eux et ça forme des baryons, des protons et des neutrons. Donc, il y a les premiers protons et des neutrons, mais c'est encore tellement chaud qu'il n'y a absolument aucun atome. Il n'y a aucun des atomes dont on est fait. Donc, il y a ces protons et ces neutrons qui commencent à se promener. Et la question est, est-ce qu'ils vont s'accrocher? Et ce n'est pas évident, puisque justement, une façon de décrire l'interaction proton et neutrons, c'est qu'à courte distance, il y a l'interaction forte qui les tient entre eux, ils sont liés par les gluons, mais ça a une portée très petite. Et puis, il y a un puits de potentiel, et si ce puits de potentiel, et je vous l'ai dit, pas tout à fait assez profond ou un peu trop étroit, eh ben, les protons ne s'accrochent plus aux neutrons. Et là,
se passe plus rien, c'est bête. Mais là, en fait, on est sauvé parce qu'il y a bien un état lié ici. Donc, c'est-à-dire, si on refroidit, au moment où on refroidit, le proton peut s'accrocher à un neutron parce que le puits a le bon goût d'avoir la bonne taille, qui fait qu'il y a un état... Il est proche du bord, mais l'état lié existe bien. Donc l'énergie de lésion est faible, mais néanmoins, ça permet au proton de s'accrocher au neutron. Alors c'est une réaction de fusion, donc ça crée un noyau un deutéron, un noyau de deutérium, mais ça amorce ce que les astrophysiciens appellent la nucléosynthèse primordiale. C'est qu'une fois qu'ils sont accrochés entre eux, il y en a de plus en plus qui s'accrochent, et ça fait... Ah, j'ai pas remis mon petit truc. Alors... Voilà, ça fait ça. Le proton s'accroche au neutron, et puis ensuite le neutron s'accroche au deutérium, et ça crée comme ça des éléments de plus en plus lourds qui vont en gros jusqu'au lithium et au beryllium. Alors ça, il faut bien avoir en tête que ce sont des réactions de fusion thermonucléaire. Mais dans la soupe primordiale, s'il fait tellement chaud que ça se produit sans trop de difficultés. Celle-ci, c'est la fusion du deutérium et du tritium, c'est celle qu'on essaye d'utiliser dans les réacteurs à fusion, justement, qui produisent de l'hélium et un neutron énergétique, mais c'est qu'une une réaction parmi beaucoup qui sont possibles, et c'est ça qui crée la matière à l'origine de l'univers. Et toute cette avalanche de réactions est extrêmement bien prédite quantitativement, et elle conduit aussi à des prédictions quantitatives, des abondances de tous ces éléments, qui sont parfaitement vérifiés par l'expérience. Donc vous voyez, le petit détail ici joue vraiment un rôle important dans simplement les premiers instants de l'univers. Alors vous dites, vous pouvez remarquer que ça s'arrête au lithium, il y a un peu de beryllium aussi, je crois. Alors nous, on n'est pas fait de lithium ni de beryllium, où sont le carbone, l'oxygène et tout ça? Alors en fait, ils n'apparaissent pas ici, ils apparaissent beaucoup plus tard dans les étoiles. Une fois qu'on a ça, ça continue à se refroidir, il y a les étoiles qui apparaissent, et puis à l'intérieur des étoiles, on forme des éléments plus lourds, qui sont essentiellement tout le tableau de Mendeleïev. Voilà, donc c'est un petit exemple, si vous voulez, où avec un modèle mathématique tout à fait élémentaire, on arrive à avoir une intuition d'un phénomène à la fois très, très compliqué et très important. Voilà, donc maintenant on peut aborder un nouveau sujet qui est aussi très important, mais qui n'est... Bon, on va passer de l'échelle de l'origine de l'univers à des atomes individuels, donc c'est l'effet tunnel. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, à la fois en PC, peut-être la dernière fois, peut-être aussi cette fois-ci. Bon, il y a encore... Donc il s'agit de faire maintenant une barrière de potentiel. Donc j'ai une particule qui est... Donc cette fois-ci, ça va être un état de diffusion, pas un état lié, que je suppose arriver de la gauche, et puis entrer en interaction, en collision, avec une barrière de potentiel de hauteur V0, mais qui a une durée, une longueur finie, A, et puis après, la particule, a priori, pourrait de nouveau se propager. Donc, on peut encore voir sur un applet, on peut voir qu'est-ce qui se passe si j'envoie un paquet d'ondes sur ce truc-là. Donc, si j'ai un paquet d'ondes qui arrive, en fait, il se réfléchit en partie, il y a des interférences ici, et puis il repart par là. Mais le point extrêmement étonnant, c'est que même si l'énergie est plus petite que la hauteur de la barrière, eh bien, on voit un petit paquet d'ondes qui sort de l'autre côté. Alors, je ne le fais pas, parce que si, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est le CD section 1.4, faites-le vous-même, vous le verrez. Alors, je pense que vous avez aussi traité le problème en PC, donc on peut faire le calcul explicitement, et on montre effectivement que si j'ai donc une onde plane qui arrive de la gauche, eh bien, la transmission de la barrière n'est pas nulle. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Donc, le point fondamental, c'est que, donc classiquement, oui, si l'énergie de la barrière si l'énergie de la particule est inférieure à la barrière, classiquement, elle devrait simplement rebondir. Ce qu'on trouve quantiquement, c'est que le coefficient de transmission n'est pas nul, donc c'est contraire au cas classique. Alors, un résultat aussi très important que vous avez fait le calcul ou vous allez le faire en PC, c'est que le coefficient de transmission de cette barrière varie exponentiellement avec la hauteur V0 et la largeur A de la barrière. C'est-à-dire à condition que le coefficient de transmission soit petit, il s'écrit exponentielle de moins 2 kappa A, où kappa est à nouveau une espèce, ça a la dimension d'un vecteur d'onde, et c'est relié à la différence d'énergie entre V0 et l'énergie de la particule. Et A, c'est l'épaisseur. Donc c'est un effet extrêmement important dans le domaine quantique. C'est un effet qui est absolument négligeable dans le domaine macroscopique. C'est-à-dire si on s'amuse à calculer la probabilité qu'une pièce se retourne sur la table par effet tunnel, on trouve quelque chose comme ça.
Donc c'est un nombre qui n'a aucun sens, c'est-à-dire que cet effet n'existe pas dans le domaine macroscopique. Et c'est pareil pour toutes les choses. Si vous voulez, n'essayez pas de passer à travers une porte en courant très vite par effet tunnel. Vous allez vous faire mal, ça ne marche pas. Donc cet effet n'existe pas dans le monde macroscopique. Alors, il n'existe pas essentiellement parce que les longueurs d'onde de De Broglie, pour tout objet macroscopique, sont complètement négligeables. Alors, on peut essayer de faire grossir les objets, comme je vous avais raconté la dernière fois, mais pour les objets pratiques, les objets de la vie courante, ces chiffres-là disent simplement que l'effet ne se produit jamais. Alors, quand on dit qu'il ne se produit jamais, il ne se produit jamais pour des particules qui ont des longueurs d'onde de De Broglie toutes petites. Mais un point important, c'est que l'effet tunnel, c'est essentiellement un effet ondulatoire. Et si vous prenez des ondes maintenant de la lumière, en fait, il n'est pas si difficile que ça d'avoir l'effet tunnel. C'est même tellement peu difficile que je vais vous le faire à la main dans 2 minutes. D'accord? Alors, je vous explique comment ça marche avant. Donc, si je prends donc des ondes lumineuses maintenant, donc je fais ici une espèce d'analogie entre la marge de potentiel avec l'onde de matière qui arrive ici, et puis la propagation d'une onde dans un milieu optique. Donc là, je suppose que j'ai un faisceau qui se propage dans du verre, et puis qui traverse un dioptre, c'est-à-dire qui passe dans l'air. Donc vous connaissez les lois de Descartes, donc la réfraction nous dit que les angles d'incidence, ici et là, obéissent à la relation n1 sinus I1 égale n2 sinus I2, ce qui peut aussi se dire, on peut aussi le dire que le vecteur d'onde change, le K, qui vaut n oméga sur C pour la lumière, change quand on passe de l'indice du verre à l'indice de l'air. Donc c'est exactement la même chose qu'ici. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on passe de cette zone-ci à cette zone-là, ça passe effectivement, mais le vecteur K ici change entre les deux zones. Alors maintenant, je peux essayer de descendre l'énergie ici. Alors comment je peux descendre l'énergie en optique? En fait, je vais pencher de plus en plus ce faisceau. Donc si je le penche de plus en plus, eh bien, on voit que la réfraction ici fait que je me rapproche du dioptre. Et puis au moment où cet angle de réfraction ici, ce faisceau réfracté va devenir tangent, ben, en fait, il n'y aura plus de propagation dans le milieu inférieur, dans l'air. Et on va se retrouver dans cette situation-là, qui s'appelle la réflexion totale interne, c'est-à-dire que toute la lumière est réfléchie. Et ici, il n'y a plus rien. Donc ça revient du point de vue de ma barrière à avoir une énergie qui est passée en dessous de la barrière. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans la barrière? Non, si vous faites le calcul, si la barrière n'est pas infinie, il y a une petite onde, une petite exponentielle, là, une onde évanescente. Et en optique, c'est pareil. Ici, il y a une onde évanescente. Alors maintenant, comment faire de l'effet tunnel avec ça? Donc il faut que je raccourcisse la barrière. Donc ici, on refait une barrière. Et puis en optique, eh bien, ça revient à dire on va approcher un autre morceau de verre. Et dans l'autre morceau de verre, comme ici, la lumière va pouvoir se propager à nouveau. Et donc, exponentiellement, quand cette distance devient de l'ordre de la longueur d'onde d'optique, donc là, ce n'est pas si petit que ça, c'est seulement le micron, le millième de millimètre, eh bien, la lumière va pouvoir passer. Et donc, c'est un effet tunnel c'est un espèce d'effet tunnel, en fait, c'est strict analogue de l'effet tunnel, où simplement, je n'utilise pas des ondes de matière qui ont des longueurs d'onde de Broglie extrêmement petites, mais des ondes lumineuses qui ont des longueurs d'onde, disons, plus accessibles. Et puis, si tout passe, eh bien, il n'y a plus de faisceau réfléchi, finalement. On appelle ça la réflexion totale interne frustrée. Frustrée, ça veut dire qu'elle ne peut plus se produire. C'est Newton qui avait vu ça pour la première fois. Donc, ça correspond, c'est en fait l'analogue d'une barrière qui transmet très bien la lumière. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, est-ce qu'on peut basculer sur la petite manip? Alors, voilà je vous explique ce que vous voyez ici. Donc, ce que vous voyez, ça c'est un prisme en verre. Et puis, il y a un petit laser qui arrive. Alors, je ne sais plus de quel côté il arrive. Attendez. Voilà, il arrive par là. Il rentre dans le verre. Et puis, ici, là, il y a un autre morceau de verre, mais qui est pour l'instant éloigné. Et sur cette face-là, vous avez de la réflexion totale interne. C'est exactement. Donc, le faisceau ne peut pas passer à travers ici, parce qu'il est au-delà de l'angle critique. Et donc, toute la lumière est réfléchie. Mais là, j'ai un bout de verre qui est incurvé parce que ce que je vais essayer de faire, c'est de rapprocher ce bout de verre. Et si je le rapproche à ça, si cette distance ici devient suffisamment petite, exponentiellement petite, eh bien, ce qu'on doit voir, c'est que je frustre la réflexion totale et que je lui vole son faisceau, en quelque sorte, et que la lumière, au lieu d'aller par là, devrait se retrouver par là. Voilà. Donc, essayons. Donc, j'approche mon truc. Puis, il faut bouger un petit peu, et voilà.
Alors, si je bascule un peu prudemment, vous voyez que je peux régler le R et le T, comme dans votre calcul. Et donc, là, vous avez une espèce de visualisation directe de l'effet tunnel. Alors, il faut que la distance soit petite, hein, je vous dis, de l'ordre du millième de millimètre. Mais lorsque ces points ici sont très proches du contact, on visualise l'effet tunnel. Voilà, vous pourrez venir vous entraîner si vous voulez tout à l'heure. Bien, donc voilà pour la petite expérience. J'en ferai d'autres plus tard, mais pas aujourd'hui. Donc le microscope à effet tunnel, donc l'effet que je viens de montrer en optique a certaines applications, mais pas d'application majeure. Par contre, le même effet avec des ondes de matière, qui est ce qu'on appelle usuellement l'effet tunnel, c'est-à-dire cet effet avec des ondes de matière, a lui des applications extrêmement importantes. Donc l'application majeure de l'effet tunnel, c'est donc le microscope à effet tunnel, qui a été inventé en 1981 par Binnig et Rohrer à IBM en Suisse cette fois-ci, et ils ont eu le prix Nobel en 1986. Ça va rarement aussi vite. Et de surcroît, ce qui s'est passé, c'est quand ils ont publié leur article en 81, personne ne les a crus. Tout le monde leur a dit, mais c'est pas vrai, votre histoire, ça va pas marcher, vous allez faire toutes sortes de choses, mais pas ce que vous dites. Ils se sont battus, comme on dit, ils ont finalement réussi à faire passer leur article. Dans l'année qui a suivi, tout le monde a reproduit leur expérience. Dans les 5 ans qui ont suivi, toute la Terre faisait ça. Et en 86, ils ont eu le prix Nobel. Donc, je vous dis, c'est rarement aussi rapide, mais ça témoigne de l'importance physique de cet effet. Alors, comment ça marche? Donc, c'est une espèce de gramophone atomique. Donc, un gramophone, c'est comme les tourne-disques qu'il y a peut-être chez vos parents. Vous connaissez les vinyles noirs. Il y a une petite pointe, les vinyles sont gravés, il y a une pointe, on fait tourner le disque et la pointe vibre en fonction des gravures du disque et ça fait de la musique parce que ça transmet des vibrations. Donc le microscope à effet tunnel ressemble un peu à ça. C'est essentiellement une pointe qui se déplace au-dessus d'une surface mais qui arrive à avoir des gravures qui ne sont pas des gravures qu'on a faites mais qui sont vraiment la structure de la surface à l'échelle atomique. Donc je détaille un petit peu. Donc on a donc cette pointe, qui est une pointe très pointue, métallique. Ici, on a la surface, qui est aussi une surface métallique, conductrice. On met une petite différence de potentiel entre les deux. Et puis on a des électrons, bien sûr, qui sont à la fois dans la pointe et dans la surface, mais il y a un petit espace ici. Donc les électrons, normalement, ne peuvent pas passer à travers le vide. Donc l'espace devrait être isolant. Mais en fait, c'est une barrière de potentiel. Les électrons sont ont une onde de matière associée, et donc ont une longueur d'onde de Broglie. Et si cet espace est de l'ordre de l'angstrom, eh bien l'électron va pouvoir passer par effet tunnel, en sautant à travers le vide, en quelque sorte, mais il passe à travers cette barrière vide d'un métal à l'autre, justement par effet tunnel. Donc le point essentiel qui fait que cet effet est très violent, c'est à nouveau que cette transmission est exponentielle. C'est-à-dire que si je mets une petite différence de potentiel de l'ordre de l'électron-volt, eh bien on met 5 angstroms par exemple, on voit que la transmission est de 10-3. Si je change d'un seul angstrom, c'est-à-dire tout petit, la transmission change d'un facteur 3. Si on change la distance d'un facteur 2, la transmission change d'un facteur 100. Donc c'est un effet extrêmement violent en fonction de la distance. Donc ça veut dire qu'on va mesurer un courant en fait, qui va varier extrêmement vite en fonction de la distance entre la pointe et la surface lorsqu'on varie cette distance. Alors comment on fait un microscope avec ça? Donc ça c'est en un point. Mais l'astuce, c'est qu'on va balayer la surface comme ça, comme un balayage télé, et puis on va mesurer le courant à chaque point. Alors en fait, on ne fait pas vraiment comme ça. On asservit le courant, c'est-à-dire il y a un dispositif d'asservissement qui règle la distance pour que, qui règle la distance pour que le courant soit constant. Donc si la surface oscille, eh bien la pointe va simplement monter et descendre en suivant les reliefs de la surface. On enregistre ce mouvement et ça reproduit la topographie de la surface. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça reproduit la topographie de la surface à l'échelle des atomes. C'est-à-dire les petites boules qu'on voit ici peuvent être des atomes et la pointe va monter et descendre effectivement à l'échelle atomique. Alors il y a des petites... ça c'est une image en disons moyenne résolution. Donc la pointe se promène, donc balaye la surface, et puis on voit des marches, et les marches correspondent à des couches d'atomes qui sont déposées progressivement sur la surface. Et puis si on zoome un peu, on arrive à des choses comme ça, où on voit vraiment des reliefs individuels, c'est comme les petits plots que je vous ai montrés tout à l'heure, si vous voulez, qui correspondent à la structure de
Donc ça, c'est une surface de nickel, à nouveau, qui correspond à la structure des atomes. Donc, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est comment est-ce qu'on fait ces mouvements. Donc, il faut faire des mouvements relativement rapides et extrêmement précis. C'est-à-dire, le contrôle du mouvement, ici, doit être de l'ordre de l'angstrom. C'est ce qu'on a, Binnick et Rohrer l'ont fait, on a dit que vous n'arriverez jamais à faire ça, parce qu'il faudrait que vous contrôliez le mouvement de votre pointe avec une précision angstromesque. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez planter votre pointe dans la surface. Soit vous serez trop loin et vous n'aurez rien, soit vous serez trop près et vous planterez dans la surface et vous n'arriverez à rien. Mais ils ont essayé et ça a marché. Donc, le petit dispositif magique qui permet de contrôler le mouvement avec une grande précision, c'est ce qu'on appelle une céramique piézoélectrique. Donc, c'est une céramique qui se déforme, qui se dilate ou se contracte en fonction d'une tension appliquée. Et donc, si on applique les tensions adéquates, on peut soit changer la longueur du tube, ici, ce qui contrôle la hauteur, soit le faire basculer à droite ou à gauche, en haut ou en bas, ce qui permet de balayer la surface. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pensait que ce contrôle de mouvement, initialement, si on raisonne trop rapidement, serait très mauvais, n'atteindrait jamais l'échelle atomique. Mais en fait, si, il atteint très bien l'échelle atomique, et c'est ça qui fait fonctionner le dispositif. Donc là, c'est une vue d'artiste de la chose. Donc il y a une espèce d'épée laser, mais ce n'est pas une épée laser, c'est le courant tunnel. La surface, et puis la pointe qui se promène, donc c'est la pointe métallique, et puis un mécanisme de déplacement de la pointe donc qui est fait sur la base de céramique piézoélectrique. Alors, donc, je vous dis, c'est devenu des dispositifs commerciaux qui sont très largement utilisés, que vous pouvez acheter. Donc, ça, c'est un vrai. Donc, il y a toutes les céramiques piézoélectriques qui sont intégrées à l'intérieur d'un dispositif. La petite pointe, vous mettez l'échantillon, et puis ça prend des images, et c'est devenu un dispositif extrêmement utile et courant. Alors, une autre image, donc là, à nouveau, c'est des atomes. Là, il y a un atome absent, c'est à nouveau Et puis, je vous ai promis de vous montrer comment on fabriquait le fameux récif de corail. Donc ça, c'est à nouveau IBM, mais cette fois-ci IBM USA. Donc l'idée, c'est on dépose des atomes de fer sur une surface de cuivre, et puis on va, avec le microscope à effet tunnel, à nouveau, si on approche la pointe, suffisamment près, mais de manière très, très contrôlée, eh bien, il y a une force entre la pointe et les atomes, et on peut pousser les atomes. Donc on part d'un système comme ça, où les atomes sont déposés un peu n'importe où, et puis là, vous voyez qu'ils ont commencé à en ranger quelques-uns. Et puis, alors c'était une longue patience, hein, on pousse les atomes un par un, et puis on arrive à les ranger progressivement, et puis comme ça, et puis comme ça. Et là, on voit dessus à nouveau les fameuses ondes électroniques qui apparaissent au milieu, et puis les 48 atomes de fer qui sont rangés en cercle. Donc voilà l'image. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'une manip comme ça, c'est de la pure virtuosité. Il y a très très peu de gens qui arrivent à le faire. Donc c'est extrêmement contraignant. Il faut que le microscope électronique soit sous ultravide, dans une ambiance cryogénique. Il faut tout refroidir dans l'hélium liquide pour qu'il n'y ait pas des vibrations thermiques trop importantes qui feraient que les atomes partiraient dans tous les coins. Donc c'est une manip à ultra basse température, sous vide. Il faut que les surfaces soient extrêmement propres, parce que s'il y a n'importe quel atome de n'importe quoi, et il y a toutes sortes d'atomes de toutes sortes qui se promènent sur les surfaces, donc il faut que la surface soit très très propre, que la pointe soit très très propre. Il faut une longue patience. Donc c'est des manips qu'on fait exceptionnellement. Ça a été fait d'une part pour la publicité d'IBM, et puis d'autre part parce que justement c'est vraiment une démonstration spectaculaire de cet accès au monde des atomes. On déplace les atomes un par un. Alors il y a beaucoup d'autres expériences qui ont été faites depuis. Celle-là, elle a 20 ans, donc ça a été fait en 93, mais ça reste un peu emblématique de ce qu'on peut faire avec un microscope à effet tunnel. Donc il y en a une autre que j'aime bien qui est celle-là. Donc c'est le bonhomme atomique, carbone-homme. Donc ça a été fait en disposant des molécules de CO sur une surface de platine. Alors oui, un point sur lequel je veux insister, c'est que ces images ne sont pas des photographies. On voit des couleurs et des ombres, mais ces couleurs et des ombres sont complètement fictives. Elles sont uniquement dues à l'imagination de l'étudiant qui manipulait le logiciel de traitement d'images. D'accord ? Donc ces images ne sont pas des photographies, on ne pourrait pas voir celle-là avec son œil, il n'y a aucun photon, nulle part, mais il y a quand même une jolie image à la fin. Ce n'est pas non plus complètement une image de synthèse, ce n'est pas Avatar, si vous voulez, ce n'est pas complètement fabriqué. C'est vraiment des données expérimentales qui ont été retranscrites en images avec un logiciel de traitement 3D, mais il y a vraiment des atomes qui sont là-dessous, et puis après, c'est présenté de manière intéressante. Donc,
ces microscopes à effet tunnel, je vous dis, est devenu un outil universel. En particulier, il existe des tas de versions. Il existe des versions qui ne sont plus basées sur le courant, mais sur la force. Il existe aussi des versions magnétiques qui ont un rôle industriel très important, parce que si on veut étudier des mémoires magnétiques à très petite échelle, par exemple, il est extrêmement important que la pointe soit aussi sensible à des effets magnétiques. Et ça existe. Il existe des microscopes à effet tunnel, version magnétique, qui sont en fait plutôt des microscopes à force atomique, mais ça a généré une immense famille d'appareils qui reposent tous sur le même principe. On promène un senseur au voisinage d'une surface et on a des informations à l'échelle atomique. Voilà. Alors, un autre exemple qui est aussi très important par ses conséquences, c'est la radioactivité alpha. Donc, là, c'est toute une histoire que je vais peut-être aller un petit peu vite parce que le temps passe. Donc, Röntgen, à la fin du 19e siècle, étudiait des rayons X. Mais il ne savait pas que c'était des rayons X. Pour lui, c'était des rayons cathodiques. Il avait un faisceau d'électrons dans un tube. Et puis, au moment où le faisceau d'électrons tapait sur le tube, il voyait que ça impressionnait les plaques photo. Alors, ce n'était pas les électrons ils restaient dans le tube, mais il y avait quelque chose à l'extérieur du tube, produit par les électrons, très probablement, qui impressionnait les plaques photo. Alors, ce qui était d'autant plus impressionnant, c'était que ça impressionnait les plaques photo, même à travers un épais carton. Donc, il se demandait ce que c'était. Donc, il a demandé à Madame Röntgen de mettre sa main devant la plaque photo, et il a vu ça. C'était les os de Madame Röntgen, avec sa bague. Et donc, c'était la première image X, si vous voulez, par rayon X. Donc, ce qu'il voyait, en fait, c'était que il avait inventé la radiographie X. Donc, il ne comprenait pas ce qui se passait, par contre, et il essayait d'expliquer ce qui se passait en disant, sur la base qu'à l'endroit où les électrons tapaient, il voyait de la fluorescence, c'est-à-dire de l'émission lumineuse. Et en France, en parallèle, il y avait Becquerel, donc c'est Becquerel, polytechnicien, qui a donné son nom à l'amphi d'à côté, qui étudiait la fluorescence. Donc la fluorescence, c'est comme la fluorescence des montres, cette fois-ci, c'est que si vous éclairez certains corps, et puis que vous les mettez dans l'obscurité, ils continuent à émettre de la lumière, comme un écran de montre. Et donc il étudiait comme ça la fluorescence de celle d'uranium. Et il s'est aperçu que, en fait, il faisait des expériences, et un beau jour, il faisait moche, il n'y avait pas assez de lumière, pas assez de soleil, et donc rien ne fluorescait. Donc il a tout rangé dans un tiroir. Et puis quelques semaines plus tard, le soleil est revenu, il a sorti ses sels d'uranium et ses plaques photographiques du tiroir, et puis il s'est dit, on va recommencer les expériences. Mais là, il a eu un coup de génie, ou un coup de chance, ou bon, quelque chose, qui s'est dit, oui, mais bon, ok, il n'y a pas eu de fluorescence, mais je vais développer quand même. Donc il a développé des plaques photo, et il a vu ça, la plaque photo était toute noire. Donc il n'y avait eu aucune fluorescence, mais néanmoins, c'était tout noir. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait et bien sûr, il avait trouvé une façon de noircir les plaques photo qui n'avait plus rien à voir avec la fluorescence. Donc en fait, ce qu'il cherchait, il a trouvé complètement autre chose que ce qu'il cherchait. Alors il a trouvé, je vous dis, par coup de génie, par coup de chance, ou bien par un réflexe de physicien qui s'appelle de faire des contre-manip. Si vous voulez montrer que la fluorescence impressionne les plaques photographiques, vous faites la contre-manip aussi, c'est-à-dire que vous montrez que quand il n'y a pas de fluorescence, vous n'impressionnez pas la plaque photographique. C'est très probablement ce qu'il a voulu faire, puisqu'il n'y avait pas eu de fluorescence, il en était sûr, mais ça impressionnait quand même les plaques photo. Donc il a vu ça, il n'a pas compris. Donc ça a été repris par Pierre et Marie Curie, qui ont en fait travaillé à nouveau sur ces sels d'uranium, qui ont enlevé les sels, qui ont enlevé la fluorescence, qui ont enlevé la lumière, qui ont tout enlevé, et ils n'ont plus gardé que l'uranium, et ça impressionnait toujours les plaques photographiques. Donc en fait, l'effet qu'ils avaient découvert, qui avait été découvert par Becquerel puis par Pierre et Marie Curie, n'avait rien à voir avec celui de Röntgen. Là, il s'agissait de rayons X, donc de photons, qui étaient émis par l'impact des électrons sur le verre, tandis que là, c'est de la radioactivité. Ce qui sortait des sels d'uranium, c'était en fait des particules alpha. Et donc ça a été compris 10 ans plus tard, à peu près. Donc en fait, ce que voyaient Pierre et Marie Curie et Röntgen, c'était un effet de désintégration de noyaux d'uranium qui donnait un noyau plus léger, et puis qui émettait ce qu'on appelle une particule alpha. Donc ces particules alpha, on peut mesurer leur énergie, qui est raisonnable, entre 4 et 9 MeV, c'est des énergies raisonnables pour une réaction nucléaire. Ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que la durée de vie alpha, le temps qu'il faut, c'est une désintégration exponentielle, le temps de la demi-vie, en quelque sorte, varie sur 24 ordres de grandeur, entre 10-6 secondes, une microseconde, et 10 puissance 18 secondes.
On ne mesure pas ces temps-là, mais c'est une désintégration exponentielle, on voit la pente au début, et on en déduit des durées de vie qui peuvent être extrêmement longues. Donc vous voyez, c'est un effet très curieux où il y a ici 24 ordres de grandeur, et puis ici à peine plus qu'un facteur 2. Donc à nouveau, on n'y comprenait plus rien. Alors, comment on a compris? Alors, cette fois-ci, ce n'est pas Rutherford qui a compris, c'est Gamow en 1929, parce que justement, ça y est, il avait l'équation de Schrödinger à une dimension, et il a fait un petit calcul d'effet tunnel basé sur un potentiel semi-infini, celui que je viens de vous faire. Donc, un potentiel semi-infini comme ça, et puis à l'extérieur, alors là, ce n'est pas plat, parce qu'il y a la répulsion coulombienne, ici, les noyaux, les différents noyaux ont la même charge, donc ils se repoussent. Donc, une fois que le noyau est sorti, ben, il est accéléré. Mais la probabilité qu'il sorte en fonction de l'énergie va varier exponentiellement en fonction de l'épaisseur de la barrière, et c'est exactement cette exponentielle qu'on voit là. Donc vous voyez qu'un petit modèle, à nouveau un petit modèle très simple que vous pouvez faire, hein, c'est un calcul que vous pouvez faire, il est probablement fait dans certaines PC, explique un effet extrêmement surprenant où un paramètre qui varie peu de l'énergie semble contrôler un paramètre qui varie beaucoup. Ben, c'est parce que la formule est donnée ici, c'est l'un l'exponentielle de l'autre. Et c'est ça qui crée cette variation extrêmement rapide. Donc à nouveau, c'est un effet historiquement important, hein, puisque il y a la radioactivité, il y a les débuts de la mécanique quantique, mais c'est exactement le type d'effet que vous êtes maintenant capable de calculer. Voilà, donc pour terminer, je voudrais parler encore d'autre chose, qui est un petit mix, comme on dit, c'est-à-dire tenter de mettre ensemble les deux effets qu'on a vus, c'est-à-dire le puits semi-infini qui est ici, et puis un autre puits semi-infini ici. Et puis si je les rapproche entre eux, ici avec une barrière de potentiel, eh bien je vais avoir la possibilité de combiner l'effet tunnel et la barrière de potentiel, c'est-à-dire que la particule qui est ici initialement, cette fois-ci par effet tunnel, elle peut passer là, et puis pourquoi pas revenir après. Donc on va essayer d'étudier cet effet-là, et à nouveau je vais vous montrer que ça a des effets, des conséquences physiques extrêmement importantes. Alors, je peux vous donner les conséquences. Ce n'est pas un calcul du tout académique, donc je peux commencer par vous donner au moins deux exemples de l'importance de ce calcul. Donc, la première application, c'est la liaison chimique. Donc, alors je considère une molécule extrêmement simplifiée, la plus simple possible, c'est l'ion H2+, c'est 2 noyaux d'hydrogène et un électron. Donc, vous voyez que l'électron peut être sur le noyau de gauche ou sur le noyau de droite. Donc, ça correspond à mes deux puits de potentiel. Et puis après, par effet tunnel, il peut passer de l'un à l'autre, bien sûr. Et ce qu'on va essayer de montrer en détail, c'est que justement ce saut tunnel entre ces deux états, c'est ça qui crée la liaison chimique. C'est ça qui crée que, normalement ici c'est un atome et un ion, donc il ne devrait pas y avoir de force. Mais en fait, le fait que l'électron puisse passer, se délocaliser en fait entre les deux noyaux, c'est ça qui va lier les noyaux entre eux et créer la liaison chimique. Donc on va montrer ça dans un instant. Un autre exemple important, c'est la molécule d'ammoniac. Donc la molécule d'ammoniac, c'est 3 hydrogènes, un atome d'azote. L'atome d'azote peut être d'un côté ou de l'autre du plan des hydrogènes. Donc la molécule peut se retourner comme un parapluie. C'est ce qu'on appelle l'effet d'inversion. Et à nouveau, on passe d'un côté à l'autre, on retourne le parapluie par effet tunnel. Alors ça, c'est très important parce que c'est ce mouvement d'inversion qui se couple au rayonnement électromagnétique et qui a permis de fabriquer le premier maser. Alors, le maser, c'est l'ancêtre du laser. Mais c'est cette oscillation qui est de piloter de manière cohérente qui a conduit à l'apparition du laser et du maser. On vous en reparlera un peu plus tard. Donc essayons de traiter ce problème. Il me faut un double puits que je peux modéliser. Physiquement, ce serait quelque chose comme ça. Là, vous voyez, c'est un peu trop compliqué et à nouveau, on aime bien mettre des marches. Donc je vais représenter ce puits qui s'applique aussi bien à ce cas-là qu'à ce cas-ci par un modèle simplifié qui va être une barrière de potentiel, donc des marches de potentiel, qui est globalement confinée dans un puits infini. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe dans ce système, c'est-à-dire on va en faire un petit modèle simple. Donc on va s'intéresser aux états ici, là, aux états à l'intérieur de chaque puits, et puis si la barrière ici était très haute, eh bien la particule serait confinée à droite ou à gauche. La possibilité qu'il y ait de l'effet tunnel va coupler d'une façon ou d'une autre les deux côtés du puits, et c'est cet effet qu'on voudrait étudier en détail. Donc à nouveau, on va chercher des fonctions, des solutions comme le potentiel est pair par rapport au centre. Je vais chercher des solutions qui sont soit paires, soit impaires, en fonction de la coordonnée x. Alors allons-y, donc on fixe, donc on a notre double puits. Donc l'idée de ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des doubles puits très éloignés, et puis on va les faire se rapprocher.
Et donc, en les faisant se rapprocher, on diminue l'épaisseur de la barrière, et donc on augmente l'effet tunnel, et on veut voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est quelque chose comme ça. Là, ils sont très loin. C'est comme si j'avais des puits semi-infinis. Et puis, je diminue l'épaisseur de la barrière. Je vais le faire dans un instant à la main avec les petits athlètes de Manuel Joffre. Et on voudrait voir qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Donc, on peut faire le calcul. Alors, si on fait le calcul, on trouve ça. Donc, là, je vous montre d'abord le résultat, et puis après, on va essayer de le comprendre. Donc, le résultat, c'est l'énergie des niveaux. Donc, je vous rappelle la situation. A, c'est la largeur d'un puits. Delta, c'est l'épaisseur de la barrière. Ici, je mets delta sur A. Donc, delta sur A, quand ça vaut 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière. Et puis, quand c'est grand, ça veut dire que c'est très éloigné. Et ce que dit le calcul, eh bien, c'est qu'on a des niveaux comme ça. Donc, ici, on a 2 niveaux d'énergie. Et puis ici, on en a 4. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, d'abord, comment expliquer ça? Donc, quelque chose aussi qui est extrêmement utile en physique, c'est quand vous avez un phénomène un peu compliqué, avec des choses qui changent, c'est très pratique, très utile de comprendre d'abord ce qu'on appelle les cas marginaux, c'est-à-dire les extrêmes. Donc, ici, il y a 2 extrêmes, clairement. C'est un extrême pas de barrière et un extrême très grande barrière. Donc, essayons de comprendre comme ça. Donc, cet extrême-ci, avec les 4 niveaux, c'est simplement que delta égale 0. Donc, si delta égale 0, c'est simplement que mes 2 puits sont l'un contre l'autre et j'ai un puits infini de largeur 2A. Mais un puits infini de largeur 2A, c'est faible, vous le savez bien. Et donc, les 4 niveaux que j'ai ici, c'est simplement les 4 premiers niveaux d'un puits infini de largeur 2A. Donc, si on reprend mes unités, tout se passe bien. Et c'est toujours à nouveau les niveaux 1, 4, 9, 16, etc. qu'on voit apparaître ici à gauche. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? L'autre extrême, c'est quand la barrière est très épaisse. Donc, la barrière est très épaisse, donc c'est un puits semi-infini. Donc, j'ai en fait 2 états d'énergie. Et effectivement, les 2 états d'énergie que je trouve ici, c'est les 2 premiers niveaux d'un puits semi-infini de largeur A. Donc, c'est sympathique. On connaît déjà les 2 bouts. Ici, il y en a 4. Ici, il y en a 2. Alors, vous me dites, c'est un peu bizarre, parce qu'ici, il y en a 4 et ici, il y en a 2. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, je vais insister là-dessus, c'est que cette énergie-là correspond à 2 états possibles. Donc, il y a 2 états pour chaque énergie. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a 2 puits. Là, j'en ai dessiné qu'un, mais il y en a un autre qui est par là, qui peut aussi contenir la particule. Donc, je le dessine ici. Donc, j'ai redessiné ici les 4 états, donc toujours symétriques. Ça, c'est à nouveau le théorème qui dit qu'on change la symétrie à chaque état, Sturm-Liouville. Symétrique, antisymétrique, pour un puits de largeur 2A. Et puis, pour un double puits, j'ai deux niveaux d'énergie, mais la particule peut être à gauche ou à droite. Donc, je peux avoir ces 2 états-ci ou ces 2 états-là. Donc, vous voyez bien, c'est ce qu'on appelle des états dégénérés. Donc, l'état propre, la valeur propre, pardon, E2 ici est dégénérée et admet 2 états propres qui ont tous les 2 la même énergie E2 et qui correspondent à une présence de la particule, soit dans le puits de gauche, soit dans le puits de droite. Alors, je me contredis un petit peu parce que j'avais dit tout à l'heure que j'allais chercher des états symétriques et antisymétriques. Alors, qu'à cela ne tienne, je peux, à partir de ces états-là, fabriquer des états antisymétriques, symétriques et antisymétriques. Il suffit de prendre la somme et la différence des 2 états que je viens de vous montrer. Donc, je peux fabriquer un état comme ça, qui est symétrique, que j'obtiens en prenant celui-ci moins celui-là, ou bien un état comme ça, qui est antisymétrique, qui s'annule au milieu et qui a donc cette forme d'oscillation. Alors, vous me dites, mais là, ça ne va plus. Là, pour ça, ici, j'avais 2 états, et puis maintenant, j'en ai 4. Alors, non. Donc, il faut faire très attention à ça. On va beaucoup revenir là-dessus quand on fera le formalisme général. Le point essentiel qu'il faut bien comprendre, c'est que cet état est dégénéré 2 fois. C'est-à-dire qu'on peut lui associer, vous connaissez ce langage mathématique, je pense, un sous-espace propre de dimension 2. Donc ici, pour l'état énergie E2, par exemple, j'ai un sous-espace propre de dimension 2, et dans ce sous-espace propre de dimension 2, j'ai différents choix de base, j'ai différents choix de paires de vecteurs orthogonaux qui forment une base de sous-espace. Donc droite-gauche, c'est une base possible, symétrique et antisymétrique, c'est une autre base possible. Donc je n'ai pas 4 vecteurs orthogonaux entre eux, j'ai des vecteurs orthogonaux 2 à 2, mais je peux choisir arbitrairement, comme je veux, puisque tout est généré, si vous voulez, c'est des états qui ont tous la même énergie, donc je peux choisir symétrique et antisymétrique. Alors pourquoi choisir plutôt symétrique et antisymétrique que droite-gauche? Eh bien parce que vous voyez qu'ici, ils sont symétriques et antisymétriques. Donc quand je vais rapprocher la barrière,
je me dis bien que en fait, j'ai fortement tendance à penser que les symétriques et antisymétriques ici vont se coupler. Vous voyez, ça se divise comme ça. Et on pense bien que la symétrie ou l'antisymétrie du potentiel de la fonction d'onde va être conservée, quelle que soit l'épaisseur de la barrière. Donc si je reviens à vous comprenez mieux ici maintenant quand je mets deux états de chaque énergie, et effectivement ce qu'on peut montrer, c'est que, enfin on va montrer, je vais vous le montrer à la main en quelque sorte, c'est que l'effet de la diminution de l'épaisseur de la barrière, c'est ce qu'on appelle une levée de dégénérescence. C'est-à-dire que ici j'ai deux états de même énergie lorsque la barrière est très épaisse. Et lorsque la barrière est moins épaisse, eh bien, ces deux états symétriques et antisymétriques, donc, puisque c'est là-dessus que j'arrive à la fin, qui avaient initialement la même énergie, n'ont plus la même énergie à la fin. Et c'est dû au couplage tunnel. Donc ça, je vais vous le montrer explicitement grâce aux dernières petites tentatives sur la plette. Alors, allons-y. Alors, il faut aller sur celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a quelque chose qui... Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pardon? Je repasse, hein? En 2-4. Non, il y a quelque chose qui ne va plus. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Normalement, c'est fibrose. Attendez, bon, je vais essayer autre chose. Non, il veut pas là. C'est curieux parce qu'il marchait il y a un instant. Donc, j'essaie autre chose. Oui. Ah, tu l'as? Alors, on essaye un truc au vol. C'est risqué, mais... Ah non, ça fait pareil. L'informatique, c'est quelque chose de terrible. La physique, c'est beaucoup plus fiable. Vous voyez, l'autre manip, elle a marché. Normalement, c'est celui qui s'appelle... Bon, alors... Ah oui, on y est presque. On revient sur 2-4. Oui, super, merci Michel. Bien, donc maintenant je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc je vais m'arranger, comme sur mon petit dessin sur les transparents, pour... voilà, bouger ça, de manière à avoir seulement deux états dans les puits, parce que c'est juste plus joli. Voilà. Donc j'ai deux états dans chaque puits, et vous voyez que les bases qui ont été choisies, c'est justement ces bases symétriques et antisymétriques. Donc les états sont bien dégénérés. Ici, j'ai mon énergie E1, j'ai un état symétrique et un état antisymétrique qui ont la même énergie. Et puis là, j'ai aussi un état symétrique et un antisymétrique qui ont aussi la même énergie. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réduire cet espace ici. Et si vous croyez ce que je vous ai dit, c'est exactement les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, eh bien, on doit lever les dégénérescences, c'est-à-dire que ces deux états qui avaient initialement la même énergie doivent acquérir des énergies différentes. Voilà. Alors, essayons. Alors, voilà. Hop, encore un peu. Et là, vous voyez, ça marche. Vous avez compris? Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces deux états symétriques et antisymétriques se sont séparés en énergie, et c'est toujours à nouveau Sturm-Liouville. L'état qui n'a pas de nœud, ici, l'état symétrique, c'est celui qui s'est retrouvé l'état fondamental.
Et puis l'état antisymétrique avec un nœud au milieu, eh bien, a maintenant une énergie augmentée. Et puis pareil, lorsqu'on passe ici. Voilà, donc on voit directement la levée dégénérescence, si vous voulez, apparaît directement via la manipulation de ce potentiel, ce qui est bien ce que je voulais vous montrer. Alors on va pouvoir conclure maintenant, mais encore quelques instants d'attention, merci. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. On a donc une levée de dégénérescence, c'est exactement la manipulation que je viens de vous faire, quand on passe de ces niveaux dégénérés ici à des niveaux qui ne sont plus dégénérés lorsque l'effet tunnel à travers la barrière est suffisamment important. C'est résumé aussi ici, donc on voit apparaître ce qu'on appelle des doublets d'énergie, donc un antisymétrique qui est au-dessus du symétrique, qui correspondent aux fonctions d'onde que vous venez de voir sur la plaque, que vous pouvez revoir, donc, qui sont les fonctions, ces deux combinaisons linéaires, celle-là ayant une énergie plus basse, à nouveau à cause de Sturm-Liouville, qui nous dit que l'état sans nœud est celui qui a l'énergie la plus basse. Alors la séparation ici, ce qu'on appelle le clivage, 2A entre les deux niveaux, vous pouvez le calculer vous-même, vous l'avez peut-être fait en PC, en tout cas c'est un calcul complètement à votre portée, et on retrouve bien sûr que c'est dû à l'effet tunnel, il y a à nouveau cette exponentielle qui apparaît ici, et qui dit que ce clivage est bien dû à l'effet tunnel. Donc, en quoi est-ce que ça explique la liaison chimique? Ça explique la liaison chimique par le phénomène suivant. Donc, les deux cas extrêmes, particules à gauche ou particules à droite, sont représentés ici. Ce que vient de montrer le calcul ce qu'a montré le calcul que je viens de faire, c'est qu'en fait, le vrai état propre du système, l'état d'énergie la plus basse, c'est une combinaison linéaire symétrique. Donc, on ne sait plus de quel côté est l'électron. On dit que l'électron s'est délocalisé, sa probabilité de présence vaut 1,5 sur l'atome de gauche et 1,5 sur l'atome de droite. Et le résultat de cette délocalisation de l'électron, de ce partage de l'électron entre les deux noyaux, eh bien, c'est que l'énergie de l'état symétrique a été abaissée. Et les chimistes vont appeler ça une orbitale liante. C'est-à-dire que si le système va dans cet état-là, eh bien, son énergie est abaissée, donc il va y avoir une interaction, en fait, une attraction qui va rassembler les deux atomes. Alors il y a aussi l'état antisymétrique, l'autre, qui est une orbitale antiliante. Alors ça marche qu'un certain temps, bien sûr, parce que si on rapproche trop, les deux noyaux qui ont la même charge vont se repousser par interaction électrostatique, donc il y a une répulsion électrostatique. Mais vous voyez qu'on aboutit comme ça à un minimum, et ce minimum, c'est simplement le point d'équilibre où va aller se mettre la molécule. C'est-à-dire on va fabriquer une molécule, et les deux atomes vont être tenus ensemble par cette interaction, qui est essentiellement une interaction donc, due à l'échange, à la délocalisation. L'électron, vous ne pouvez plus dire où il est, il est délocalisé sur les deux atomes, mais c'est ça qui crée la liaison chimique. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.